La solitude n'est pas un vide, c'est un test. Être sans amis ne signifie pas que tu es brisé ou que quelque chose te manque, cela signifie que ta vie ne s'adapte pas à la superficialité qui entoure le monde. La plupart des gens cherchent de la compagnie pour fuir eux-mêmes, pour ne pas affronter leur propre silence. Mais celui qui ose être seul démontre un pouvoir que peu de gens connaissent, celui de se soutenir sans béquille. Avoir peu d'amis ou aucun n'est pas une faiblesse, c'est la conséquence de vivre avec profondeur et avec des standards que tout le monde n'est pas prêt à atteindre. Lorsque tu choisis l'honnêteté et la loyauté comme piliers, tu te retrouves inévitablement en dehors des cercles où règne l'apparence et la commodité. Et cela est un signe de maturité, de caractère, pas de manque. La solitude, loin d'être une condamnation, est l'entraînement le plus dur et le plus précieux. C'est là que se construit la discipline où tu apprends à écouter tes propres pensées sans peur et à découvrir que ta paix ne dépend pas du bruit des autres. Un seul lien authentique vaut plus que des dizaines de relations vides, parce que la qualité surpasse toujours la quantité. Et les bonnes personnes n'apparaissent pas quand tu cours après elles. Elles arrivent quand tu restes authentique et fidèle à ce que tu es. Cette vidéo ne vient pas adoucir la solitude, elle vient la redéfinir. Je veux que tu comprennes que être seul ne te rend pas faible, cela te rend authentique. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras 8 pratiques stoïciennes qui non seulement changeront la façon dont tu vois ta solitude, mais la transformeront en ta plus grande force. 1. La solitude comme pouvoir. La solitude ressemble à un feu qui brûle en silence au milieu de la nuit. De loin, il semble éteint, fragile, presque inexistant, mais lorsque tu t'approches, tu découvres que ce feu n'a pas besoin de bruit ni de compagnie pour continuer à brûler. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir d'être seul. Il ne s'agit pas d'un état de manque, mais d'une force que peu ont le courage de soutenir. La plupart fuient la solitude parce qu'ils craignent ce qu'ils peuvent trouver dans le silence. Ils craignent de faire face à leurs pensées sans un écho externe pour les embellir. Cependant, celui qui ose rester dans cette flamme silencieuse apprend que la solitude n'est pas une faiblesse. C'est un terrain fertile où se construit la maîtrise de soi. Lorsque tu te découvres sans amis ou avec très peu, le monde a tendance à te pointer du doigt comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, comme si la valeur se mesurait par le nombre de personnes qui t'entourent. Mais la vérité est tout le contraire. Avoir peu d'amis peut être le signe que ta vie ne s'inscrit pas dans le superficiel, que ton regard cherche au-delà de l'évident. Vivre avec des standards fermes signifie ne pas te contenter de relations vides, ni de liens qui se maintiennent par commodité. Et lorsque tu élèves le niveau de ta vie, automatiquement le cercle se réduit, parce que seuls ceux qui résistent à l'authenticité restent à tes côtés. La solitude, comprise dans la vision stoïcienne, n'est pas un châtiment, c'est l'entraînement qui forge le caractère. En elle, tu apprends à dépendre de toi-même, à ne pas attendre que les autres comblent tes vides, à te soutenir avec ta propre force. Chaque jour en solitude est un rappel que ta paix ne peut être entre les mains d'autrui, car si c'est le cas, tu seras toujours exposé à la perdre. Être seul t'oblige à maîtriser l'art le plus difficile. Gouverner tes pensées, ordonner tes émotions et trouver la sérénité au milieu du silence. Le pouvoir de la solitude réside aussi dans sa crudité. Elle ne te ment pas, elle ne te distrait pas avec des distractions, elle ne t'offre pas de faux applaudissements. La solitude te montre exactement qui tu es quand personne ne regarde. Si à ce moment tu te sens vide, ce n'est pas la solitude le problème, c'est le manque de connexion avec toi-même. Et si tu arrives à te regarder sans fuir, c'est là que commence la véritable force. Apprendre à être seul, c'est apprendre à être ta propre compagnie, ton propre juge et ton propre refuge. Les stoïciens enseignaient que rien d'externe ne peut définir ta valeur, que la seule chose qui t'appartient vraiment est ton esprit et ta volonté. La solitude est le cadre parfait pour le mettre en pratique, car en elle il n'y a pas de distraction, il ne reste que toi et ce que tu décides de faire avec tes pensées. Certains voient la solitude comme un ennemi, mais ceux qui la comprennent découvrent qu'elle est l'allié la plus sincère.
Dans le silence, les voix étrangères sont filtrées et l'essentiel est entendu clairement, les valeurs sont renforcées et ce qui compte vraiment est reconnu. Accepter la solitude comme pouvoir ne signifie pas rejeter les autres, cela signifie que tu n'as pas besoin de dépendre d'eux pour soutenir ton identité. Cela signifie que, si quelqu'un arrive, il le fait parce qu'il apporte quelque chose, non parce que tu as besoin de lui pour survivre. Cette différence est ce qui sépare ceux qui se perdent dans la foule de ceux qui restent fermes, même lorsqu'ils marchent seuls. Celui qui embrasse la solitude avec fermeté apprend à ne pas mendier de la compagnie, apprend à ne pas mendier de l'attention, apprend à valoriser la paix plus que le bruit. Alors, la prochaine fois que tu ressens le poids du silence, ne l'interprète pas comme une défaite. Interprète-le comme un rappel que tu es en train de t'entraîner à la vertu la plus difficile, te soutenir avec ta propre force. 2. Des standards élevés. Un bâtiment ne peut pas être construit sur des fondations faibles, aussi beau soit-il en surface. Tôt ou tard, il s'effondre. Il en va de même pour la vie et les relations. Lorsque tes standards sont bas, tout repose sur la fragilité. Mais lorsque tu décides de les élever, tu construis sur une base solide que tout le monde ne peut pas atteindre. Maintenir des standards élevés n'est pas de l'arrogance. C'est du respect pour toi-même. C'est comprendre que ce que tu acceptes définit ce que tu es. Le problème est que beaucoup ont peur de les élever parce qu'ils savent qu'en le faisant, beaucoup de gens disparaîtront. Et cela fait peur. Cependant, c'est justement cette réduction qui prouve que tu es sur la bonne voie. Un standard élevé ne consiste pas à exiger la perfection des autres. Il s'agit de fixer des limites claires qui protègent ton intégrité. Cela signifie ne pas accepter le mensonge déguisé en excuse, ne pas normaliser le manque de respect, ne pas justifier ce qui détruit ta paix. Lorsque tu as une clarté sur ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas, tu commences à filtrer naturellement, et ce filtre élimine le superficiel. Quelqu'un avec des standards fermes ne sera jamais de la foule. Il sera de petits cercles authentiques parce que le bon marché n'a pas sa place dans une vie qui se construit avec conscience. Comment mettre cela en pratique? Commence par définir tes valeurs par écrit. Demande-toi ce qui est non négociable dans ta vie, quel comportement tu ne toléreras sous aucune circonstance et quelle qualité tu chercheras toujours chez les personnes qui t'entourent. Une fois que tu as une idée claire, respecte-la même si cela dérange, même si cela signifie perdre des liens. Souviens-toi que celui qui s'adapte à tout perd le cap, mais celui qui reste fidèle à ce qu'il croit inspire le respect, même s'il marche seul. Un autre conseil pratique est d'utiliser le silence comme réponse lorsque quelqu'un franchit une limite. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à entrer dans des conflits inutiles. Il suffit de te retirer et de ne pas donner accès à ceux qui ne respectent pas tes standards. Le silence, dans ce cas, est un mur qui protège ton espace intérieur. Il est également essentiel de revoir tes propres actes, car exiger des autres ce que tu ne pratiques pas est incohérent. Si tu cherches l'honnêteté, sois honnête même si personne ne regarde. Si tu valorises la loyauté, montre que ta parole pèse plus que la commodité. En vivant selon tes standards, tu ne les proclames pas seulement, tu les incarnes, et cela montre clairement aux autres qu'avec toi, il n'y a pas de place pour les jeux. Maintenir des standards élevés signifie apprendre à dire non sans culpabilité. Non aux invitations qui n'apportent rien, non aux conversations vides, non aux personnes qui cherchent à profiter. Chaque nom que tu prononces est une affirmation de ta propre valeur, parce que tu choisis de prendre soin de toi plutôt que de plaire. Et même si au début cela peut sembler une perte, avec le temps tu découvres que tu as gagné quelque chose de plus grand, le respect de toi-même. Le résultat de vivre avec des standards élevés est un environnement plus propre, moins encombré de bruit et plus rempli d'authenticité. Tu n'auras pas des centaines d'amis, mais ceux qui resteront seront ceux qui partagent vraiment ta vision et respectent ton essence. Cette sélectivité n'est pas de la solitude, c'est du pouvoir, parce que celui qui sait choisir sait aussi soutenir. Alors, chaque fois que tu doutes, si tu es trop exigeant, souviens-toi de ceci. La vie ne consiste pas à accumuler des gens autour de toi, elle consiste à t'entourer de ceux qui reflètent le meilleur de toi.
et à rejeter ce qui menace ta paix. Et même si le prix à payer pour maintenir tes standards est de marcher avec moins de compagnie, la récompense sera une vie plus solide, plus cohérente et plus à toi. 3. Un silence qui renforce. Le silence ressemble à un miroir sombre. Il ne reflète pas ton apparence, il reflète ton esprit. Quand tu t'approches de lui, tu ne vois pas les sourires des autres, ni les applaudissements externes. Tu vois ce que tu es vraiment, avec tes peurs, tes pensées et tes insécurités. C'est pourquoi il est si dérangeant, parce qu'il te déshabille sans pitié. Cependant, celui qui ose rester devant ce miroir sans fuir, découvre que le silence ne l'affaiblit pas, au contraire, il le rend plus fort, capable de se dominer avant d'être dominé. Nous vivons dans un monde où le bruit est devenu normal. Tout incite à donner son avis, à réagir et à montrer que tu as quelque chose à dire. Les conversations sont pleines d'interruptions, de réponses impulsives et de mots qui pèsent peu. Au milieu de ce tourbillon, la pratique du silence est une résistance, une discipline que peu de gens comprennent. Se taire ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que tu as choisi de ne pas te fatiguer avec ce qui ne mérite pas ton énergie. Comment mettre cela en pratique? D'abord, arrête de répondre impulsivement. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire et garde le silence. Observe comment l'autre est mal à l'aise, car le silence dévoile la superficialité de ses mots. Cette pause est un rappel que tu contrôles ta réaction et non l'inverse. Le conseil est clair, utilise le silence comme une arme, pas comme un refuge. Ne te cache pas en lui, utilise-le pour dominer la situation et montrer que tu n'as pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Une autre façon de renforcer ta vie avec le silence est de réserver des moments de la journée pour te déconnecter du bruit extérieur. Éteins les notifications, éloigne-toi des conversations inutiles et crée un espace où seule ta respiration et tes pensées existent. C'est dans ces moments que tu apprends à écouter ce qui compte vraiment. L'esprit s'ordonne, les émotions s'éclaircissent et les décisions cessent d'être impulsives. Le silence devient un entraînement quotidien à l'autodiscipline. Il est également important de se rappeler que se taire ne signifie pas toujours être d'accord. Souvent, le silence est la manière la plus éloquente de montrer que tu ne cèdes pas ton énergie à des discussions stériles. Si quelqu'un insiste pour t'imposer son opinion, ta meilleure réponse peut être de ne pas répondre. Cette attitude enseigne plus que 1000 mots, car elle montre clairement que ta paix n'est pas à vendre. Le silence renforce également tes relations. Quand tu apprends à écouter sans interrompre, tu offres à l'autre le cadeau de se sentir vu et apprécié. Cela crée des liens plus profonds, car la plupart des gens sont habitués à parler sans être écoutés. Pratiquer l'écoute active en silence est un acte de respect que peu de gens savent offrir, mais ceux qui le reçoivent le reconnaissent immédiatement. Les stoïciens comprenaient que celui qui maîtrise sa langue démontre qu'il a d'abord maîtrisé son esprit. Le silence n'est pas un vide, c'est un filtre. Il te permet de séparer l'essentiel de l'irrélevant, le précieux du superficiel. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu choisis de ne pas donner ton énergie à ce qui n'ajoute rien, tu choisis de garder ta force intacte. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de répondre rapidement, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu vas dire te rend plus fort ou plus faible. Ce filtre mental change tout, car il te place en position de contrôleur, pas de réacteur. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence consciente. C'est la voix la plus ferme que tu peux montrer, car elle ne dépend pas des mots, elle dépend de la solidité de qui tu es à l'intérieur. 4. Qualité sur quantité. La valeur d'un bijou ne se mesure pas par le nombre que vous avez dans la main, mais par l'authenticité d'un seul qui résiste au passage du temps. Il en va de même pour les relations. Il ne sert à rien de s'entourer de multitudes si la plupart se disloquent au premier coup de réalité. Ce qui soutient vraiment votre vie n'est pas le nombre de personnes autour de vous, mais la qualité de celles qui décident de rester avec vous lorsque le bruit s'éteint.
Nous vivons dans une société qui glorifie les chiffres, plus de followers, plus de contacts, plus d'invitations. Cependant, cette obsession d'accumuler ne fait que nourrir l'ego, pas l'essence. L'amitié ne se mesure pas comme si c'était des pièces dans une poche, elle se mesure par la profondeur des gestes, par la loyauté qui se démontre en silence et par la cohérence qui se maintient même lorsqu'il n'y a pas de témoin. Pour appliquer cette pratique stoïcienne, vous devez vous interroger sur qui vous partagez votre temps. Il ne s'agit pas de fermer les portes à tout le monde, il s'agit de choisir avec conscience. Demandez-vous ce que ces personnes apportent à votre vie et ce que vous apportez à la leur. Si vous découvrez que la plupart de vos liens sont superficiels, alors il est temps de filtrer, car chaque minute que vous donnez au vide est une minute que vous enlevez à ce qui est précieux. Un conseil pratique est d'apprendre à observer les actions plus que les mots. Quelqu'un peut parler d'amitié, mais s'il n'apparaît jamais lorsque vous en avez besoin, sa valeur est aussi faible que l'air. La qualité se reconnaît dans les actes, dans la présence authentique, dans les gestes qui ne cherchent pas la reconnaissance. C'est pourquoi il vaut mieux avoir un véritable ami que 10 qui ne sont là que lorsque cela les arrange. Il est également nécessaire de reconnaître que la solitude peut être préférable à être entouré de fausses compagnies. La peur d'être seul pousse beaucoup de gens à accepter n'importe quel lien, même s'il est nuisible. Mais accepter la médiocrité juste pour ne pas se sentir vide, c'est se condamner à une vie d'usure constante. La qualité implique toujours de la patience, car ce qui est précieux met du temps à arriver, mais quand il apparaît, il transforme tout. Les stoïciens parlaient de l'importance de choisir son environnement, car ils savaient que les gens influencent l'esprit. Être entouré de multitudes superficielles érode votre caractère, mais vivre avec quelques personnes qui partagent vos valeurs renforce votre discipline et votre sérénité. Ici, l'enseignement est clair. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par tous. Vous avez besoin d'être aligné avec ceux qui respectent votre authenticité. Un autre conseil pour le pratiquer est de simplifier votre cercle. Faites un nettoyage conscient, comme vous le feriez avec votre propre espace. Identifiez les relations qui drainent votre énergie et prenez de la distance. Vous n'avez pas besoin de le crier ou de vous justifier, il suffit d'investir votre temps dans ce qui compte vraiment. Avec le temps, vous remarquerez que moins de personnes signifie plus de clarté, plus de paix et plus de liberté. La qualité sur la quantité est un rappel que votre vie n'est pas une scène qui a besoin de spectateurs. C'est un chemin qui nécessite de véritables compagnons. Il se peut qu'ils soient peu nombreux, même un seul, mais s'il est réel, il vaut plus que tous les contacts du monde numérique. C'est là le véritable pouvoir, non pas la foule qui vous entoure, mais l'authenticité de ceux qui marchent avec vous lorsque personne n'applaudit. 5. Authenticité inébranlable. L'authenticité ressemble à un arbre qui pousse tordu vers la lumière. Peu importe combien essaie de le redresser de force, il reviendra toujours chercher son propre chemin. C'est ainsi que l'on vit fidèle à soi-même, même si le monde vous presse de vous conformer, même si les autres veulent vous modeler à leur convenance. L'authenticité inébranlable n'est pas d'être parfait, c'est d'être réel dans un environnement qui récompense les masques. Le problème est que beaucoup craignent de se montrer tels qu'ils sont parce qu'ils savent que la sincérité dérange. Les gens ont tendance à préférer ce qui est facile à digérer, pas ce qui est vrai. Mais celui qui décide d'être authentique paie un prix. Il perd l'approbation, il perd la compagnie superficielle, il perd l'illusion d'être accepté par tous. Et pourtant, ce qu'il gagne est incomparable, car il gagne en liberté, en cohérence et en respect de soi. Pratiquer cette authenticité nécessite du courage. Le premier conseil est simple, arrêtez de vous excuser d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de baisser la voix pour vous intégrer à une table où personne n'écoute. Vous n'avez pas besoin de cacher vos valeurs pour ne pas paraître différent. Si quelque chose vous définit, tenez-le fermement, même si cela dérange, car ce que vous renoncez à montrer devient une chaîne qui vous pèsera plus tard. Un autre conseil pratique est de parler clairement, sans trop enjoliver ce que vous pensez.
Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de ne pas déguiser la vérité pour obtenir l'approbation. L'authenticité est nourrie par l'honnêteté. Et même si celle-ci fait parfois mal, elle construit toujours des relations plus solides que la complaisance. Apprenez à dire ce que vous pensez calmement mais fermement, car la vérité dite avec sérénité est plus percutante que n'importe quel cri. L'authenticité inébranlable signifie également agir en cohérence avec ce que vous dites. Rien ne détruit plus la crédibilité que l'incohérence. Si vous prêchez la discipline, respectez-la dans votre vie quotidienne. Si vous parlez de loyauté, montrez que votre parole ne change pas selon la convenance. Être authentique, c'est vivre de manière à ce que vos actes parlent plus que vos paroles, car l'exemple entraîne beaucoup plus que les discours. Un aspect clé est d'apprendre à supporter l'inconfort d'être rejeté. L'authenticité a un prix, et c'est la solitude temporaire. Tout le monde ne sera pas prêt à faire face à quelqu'un qui ne se conforme pas aux attentes des autres. Mais ce vide n'est pas un échec, c'est un nettoyage naturel qui ne laisse de la place qu'à ce qui est authentique. Acceptez que vous perdrez des personnes en cours de route et comprenez que chaque perte ouvre la porte à des liens plus réels. Un autre conseil essentiel est de prendre soin de votre environnement. L'authenticité s'épanouit dans des environnements où règne le respect, pas là où tout est apparence. Vous n'avez pas à vous intégrer dans tous les cercles, il suffit d'en trouver un où votre essence n'est pas un problème. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'être accepté dans des endroits où leur authenticité ne sera jamais la bienvenue. Choisissez des espaces où vous n'avez pas à prétendre, car c'est là que votre vie devient plus légère. Au final, l'authenticité inébranlable ne consiste pas à être différent par rébellion, mais à être fidèle à ce que vous êtes, même si cela vous laisse avec moins de compagnie. C'est un filtre puissant, car il sépare ceux qui sont avec vous par commodité de ceux qui restent par conviction. Et même si au début cela semble être un chemin solitaire, c'est le seul qui assure que vous ne vivrez pas prisonnier d'un masque. L'authenticité peut déranger, mais c'est la seule façon de construire une vie où la paix ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre cohérence intérieure. 6. Croissance en calme. La véritable croissance ressemble au mouvement des marées. Depuis le rivage, elle semble lente, presque imperceptible, mais avec le temps, vous découvrez que ce va-et-vient constant transforme des plages entières, façonne des roches et crée de nouveaux paysages. C'est ainsi que fonctionne le calme dans le processus de croissance. Vous n'avez pas besoin de bruit ni de vitesse excessive. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance et de sérénité pour soutenir la progression. L'erreur de beaucoup est de croire que grandir signifie être en mouvement constant, en montrant des résultats visibles tout le temps. Cette mentalité non seulement épuise, mais vous déconnecte aussi de l'essentiel. La croissance la plus forte se produit en silence, lorsque vous décidez de rester discipliné sans avoir besoin de le montrer, lorsque vous avancez pas à pas sans vous obséder par la validation externe. Celui qui comprend cela apprend à valoriser le calme comme un pouvoir stratégique. Pour pratiquer ce principe, vous devez redéfinir ce que vous comprenez par progrès. Il ne s'agit pas d'obtenir de grands changements d'un coup, il s'agit d'améliorer un peu chaque jour ce qui vous rend plus fort. Une lecture quotidienne, un moment de réflexion, un entraînement physique constant. Chaque petite action s'accumule jusqu'à former un caractère solide. Si vous cherchez des résultats immédiats, vous n'accumulerez que de la frustration, mais si vous travaillez avec calme, le temps devient votre plus grand allié. Un conseil pratique est d'apprendre à planifier sans anxiété. Définissez vos objectifs clairement, mais ne vous obsédez pas à les atteindre demain. Divisez vos objectifs en étapes concrètes que vous pouvez exécuter dans la routine quotidienne. En faisant cela, vous réduisez la pression et transformez le processus en une habitude naturelle. Grandir en calme signifie comprendre que l'important n'est pas combien vous courez, mais que vous ne cessez jamais de marcher. Un autre conseil est d'embrasser la patience lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Beaucoup de personnes abandonnent juste quand elles étaient plus proches de transformer leur vie parce qu'elles n'ont pas su attendre. Le calme est un rappel que ce qui est précieux nécessite du temps, et ce temps n'est pas une punition.
C'est le terrain où votre caractère se renforce. Apprenez à voir chaque jour comme un investissement en vous-même, même s'il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance. La croissance en calme exige également de prendre soin de votre environnement. Entourez-vous d'environnements qui favorisent la discipline et la clarté, plutôt que la précipitation et la superficialité. Si vous êtes dans des espaces où tout est urgence et apparence, vous finirez par être contaminé par ce bruit. Le calme ne se trouve pas par accident. Il se construit en choisissant avec qui vous partagez votre énergie et comment vous occupez votre temps. Une pratique essentielle est de consacrer des moments au silence conscient. Je ne parle pas de vous déconnecter complètement du monde, je parle d'apprendre à vous arrêter pour revoir votre chemin. Le calme se transforme en croissance lorsque vous avez l'opportunité d'analyser vos erreurs, d'ajuster vos pas et de reconnaître vos progrès sans avoir besoin de vous comparer aux autres. Cette révision interne vous maintient ferme même au milieu de la pression externe. Les stoïciens voyaient le calme non pas comme de la passivité, mais comme de la maîtrise. Ils comprenaient que celui qui reste serein au milieu du chaos n'est pas faible. Il est puissant parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur pour se soutenir. Grandir en calme signifie ne pas réagir avec anxiété à chaque obstacle. Cela signifie répondre avec clarté et discipline. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous la tempête et celui qui apprend à naviguer au milieu de celle-ci. 7. Connexion véritable. Les connexions authentiques ressemblent à un pont de pierre qui résiste au passage du temps et aux tempêtes. Peu importe combien il pleut ou combien les vents soufflent, ce pont reste parce qu'il a été construit sur des fondations solides. Ainsi doivent être les relations que tu décides de maintenir, fermes et réelles, même si elles sont peu nombreuses, même si elles sont rares. Tout le reste, les liens faits d'apparence et de commodité, finissent par tomber comme un pont de bois pourri au premier coup de la vie. L'erreur la plus courante est de confondre quantité avec proximité. Tu peux avoir des dizaines de connaissances, mais si aucune d'entre elles n'est prête à marcher avec toi en silence, quand tu en as le plus besoin, ce que tu as, c'est du bruit, pas de la compagnie. La connexion véritable ne consiste pas à accumuler des personnes autour de toi. Elle consiste à choisir soigneusement qui mérite de traverser ce pont vers ta vie. Et la paradoxe est claire, plus tu es authentique, moins les gens arrivent, mais ceux qui arrivent restent. Pour pratiquer ce principe, il est nécessaire de filtrer les relations à partir de la cohérence. Demande-toi qui t'écoute vraiment sans juger, qui respecte tes silences, qui célèbre tes victoires sans envie et qui reste dans tes chutes sans excuse. Ce genre de personnes n'apparaissent pas tous les jours, c'est pourquoi il faut les apprécier quand elles croisent ton chemin. Il ne s'agit pas de mendier des liens, il s'agit de reconnaître ce qui est authentique et de lui donner de l'espace dans ta vie. Un conseil pratique est d'investir du temps de qualité avec ceux qui comptent vraiment. Au lieu de te disperser avec des dizaines d'interactions superficielles, consacre ton énergie à renforcer les quelques relations qui te nourrissent. Cela peut être une conversation profonde, un geste sincère, un acte de soutien sans rien attendre en retour. Ce qui est réel se construit avec la présence, pas avec la quantité. Il est également essentiel d'apprendre à lâcher prise sur ce qui est faux. Le besoin de s'intégrer pousse beaucoup de gens à maintenir des relations qui n'apportent rien, juste pour ne pas ressentir le vide d'être seul. Mais accepter ce qui est superficiel ne fait que retarder ce qui est vrai. Quand tu oses laisser partir ce qui ne résonne pas avec ton essence, tu ouvres de l'espace pour que des liens plus solides arrivent. La connexion véritable n'apparaît pas au milieu du bruit, elle apparaît quand ta vie se débarrasse de l'inutile. Les stoïciens enseignaient que le caractère de ceux qui t'entourent influence ton propre caractère. Si tu marches avec des gens qui abandonnent au moindre obstacle, ta discipline s'érode. Mais si tu t'entoures de ceux qui maintiennent leur intégrité, ta force se multiplie. La connexion véritable n'est pas seulement de la compagnie, c'est un reflet de tes valeurs. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas entrer dans ton cercle, parce que ta vie ne se construit pas sur ce qui est bon marché, mais sur ce qui dure. Un autre conseil essentiel est d'écouter plus que tu ne parles.
La plupart des gens sont habitués à des relations où tout le monde veut être écouté, mais peu savent écouter. Pratiquer l'écoute active te connecte de manière plus profonde avec l'autre, parce que cela lui montre que son essence compte plus que ton envie de répondre. Ce simple acte d'attention crée un lien plus fort que n'importe quel mot répété. En fin de compte, la connexion véritable est rare parce qu'elle nécessite de la sincérité, du respect et de la cohérence, des vertus qui ne sont pas abondantes. Tu n'as pas besoin de dizaines de ponts fragiles. Un seul qui résiste avec toi aux tempêtes suffit. Il se peut qu'il y ait peu de gens qui traversent vers ta vie, mais s'ils sont réels, leur présence aura plus de valeur que n'importe quelle foule. 8. Patience qui attire. La patience ressemble à une graine enterrée sous terre. Pendant des jours, des semaines ou des mois, rien ne semble se passer. La surface reste la même, vide, silencieuse, mais en dessous, tout le processus de transformation se déroule. C'est ainsi que la vie se passe lorsque tu décides d'attendre avec fermeté, sans désespoir. Ce qui est précieux n'apparaît jamais immédiatement, et celui qui comprend ce principe découvre que la patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie qui attire ce qui est destiné à rester. Dans un monde où tout le monde veut des résultats rapides, la patience devient une rareté. Beaucoup préfèrent l'immédiateté, même si elle est vide, plutôt que de tenir jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Cette mentalité est la raison pour laquelle la plupart collectionnent des amitiés superficielles, des liens qui apparaissent et disparaissent aussi rapidement. La patience, en revanche, t'apprend à ne pas te contenter de la première chose qui se présente, à attendre ce qui correspond vraiment à tes valeurs et à ton essence. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par apprendre à faire confiance au processus. Tu n'as pas à forcer l'arrivée des bonnes personnes, ni à précipiter les résultats de ton effort. Chaque chose a son temps naturel, et si tu essaies de l'accélérer, tu le gâches. Un conseil pratique est d'arrêter de mesurer ta vie avec le calendrier des autres. Ce que les autres atteignent rapidement peut ne pas être ce dont tu as besoin, et ton rythme n'a pas à être le même que celui de quiconque. Un autre conseil est de s'entraîner à rester calme en période de frustration. Lorsque tu es tenté d'abandonner parce que rien ne change, arrête-toi et respire. Rappelle-toi de la graine sous la terre, invisible mais en croissance. Ce rappel change ta perspective. Tu comprends que ce qui semble être de l'immobilité est en réalité de la préparation. Il est également important de reconnaître que ce qui arrive trop facilement reste rarement. Les amitiés qui naissent de la commodité disparaissent lorsqu'il n'y a plus de profit. Mais les relations qui se construisent lentement, avec confiance et respect, finissent par être les plus solides. La patience attire les bonnes personnes parce qu'elle montre que tu ne te désespères pas pour combler un vide, et cette sécurité est magnétique. Celui qui se sait complet ne mendie pas la compagnie. Il attend avec dignité que l'authenticité se présente. Les stoïciens parlaient d'accepter le temps de la vie avec sérénité. Ils disaient que rien n'est obtenu de manière durable, sans discipline ni attente. Cet enseignement est vital dans une société qui idolâtre l'immédiateté. La patience devient un filtre, car pendant que les autres s'épuisent à courir après tout, tu restes ferme. Et dans cette fermeté arrive ce qui correspond. La patience se renforce lorsque tu apprends à apprécier le processus plus que le prix. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, te rapproche du résultat et le comprendre t'empêche d'abandonner à mi-chemin. La patience n'est pas de la résignation, c'est de la résistance intelligente. La leçon finale est claire. La patience ne te rend pas seulement fort, elle te rend également attrayant. Parce que pendant que les autres se montrent désespérés, tu projettes de la sécurité. Pendant que les autres se contentent de la première chose, tu choisis avec sagesse. Cette différence transforme ta vie en un espace où seul le véritable entre. La patience n'est pas d'attendre les bras croisés, c'est de rester en mouvement avec la certitude que ce qui a de la valeur a besoin de temps. Et lorsque tu apprends à vivre ainsi, tu découvres que ce qui semblait être une absence était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots, tu as deux chemins. Perdre le contrôle et te rabaisser à son niveau, ou rester ferme, maître de toi-même. C'est la différence entre la faiblesse et la véritable force. Il ne s'agit pas de gagner des discussions ou de crier plus fort, il s'agit de montrer que ton esprit ne peut pas être emporté par la provocation. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous dit, mais comment nous décidons de l'interpréter. Marc Aurèle rappelait que la véritable victoire est de se dominer soi-même. Sénèque, quant à lui, avertissait que la colère est l'émotion la plus inutile, car elle détruit plus celui qui la ressent que celui qui la reçoit. Ici, tu apprendras 5 réponses stratégiques qui ne cherchent pas à détruire l'autre, mais à t'élever au-dessus de la confrontation. Des réponses que tu peux appliquer dans la vie réelle, dans n'importe quelle situation, pour démontrer dignité, intelligence et sérénité. Ce n'est pas un discours de calme naïf, c'est un entraînement de pouvoir. Le pouvoir de répondre avec sang-froid quand on veut allumer ton feu, le pouvoir de transformer la critique en croissance et le pouvoir de faire du conflit une opportunité de respect. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ne sont pas des phrases vides, ce sont des armes silencieuses que tout stoïcien authentique porte avec lui. Le contrôle, des questions intelligentes, la dignité et la capacité de se taire quand le silence pèse plus que 1000 mots. Ici commence le chemin pour arrêter de réagir comme n'importe qui et commencer à répondre comme quelqu'un qui maîtrise vraiment son monde intérieur. 1. Choisis le contrôle plutôt que la colère. La colère est comme un poison que quelqu'un laisse devant toi en espérant que tu le boiras. Le flacon est ouvert, l'odeur est forte et la tentation de le goûter semble inévitable. Mais au moment où tu le fais, c'est toi qui es empoisonné et non la personne qui l'a mis sur ton chemin. La provocation sera toujours présente, que ce soit dans le trafic quand quelqu'un t'insulte depuis sa voiture, au bureau quand un collègue cherche à te ridiculiser devant tout le monde ou à la maison quand une dispute familiale s'enflamme pour une broutille. Le monde te pousse à réagir et attend de te voir perdre le contrôle parce que c'est le plus facile, le plus commun, ce que fait la majorité. Ce qui est difficile, c'est d'être maître de soi-même quand tout autour de toi t'invite à perdre ton calme. Le stoïcisme enseigne que la colère n'apporte jamais de bons fruits. Sénèque disait qu'aucun homme qui cède à la colère ne peut être juste. Et il avait raison parce que la colère obscurcit la vision, déforme les mots et transforme un petit problème en une catastrophe inutile. Celui qui se laisse dominer par la colère croit montrer sa force, mais en réalité il montre sa faiblesse. Il montre qu'un autre a eu le pouvoir sur ses émotions. La véritable force réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège, de décider que ton esprit ne s'abaissera pas à être l'esclave d'une impulsion passagère. Le contrôle est une arme silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri, car celui qui reste serein au milieu de la tempête oblige l'autre à se confronter à lui-même. Pense à une réunion de travail où quelqu'un t'attaque avec sarcasme. Si tu réponds sur le même ton, la discussion montera jusqu'à devenir personnelle. Mais si tu choisis le calme et réponds sur un ton mesuré, en exposant des faits plutôt que des émotions, tu évites non seulement le chaos, mais tu gagnes aussi le respect de ceux qui observent. Contrôler la colère ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie choisir avec froideur comment répondre pour que tes mots construisent plutôt que détruisent. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les interprétations que nous en faisons, et c'est là la clé. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit, mais tu peux contrôler ce que tu permets à ces mots d'éveiller en toi. Quand tu choisis le contrôle, tu transformes ces mots en air qui se dissout, en bruit qui ne mérite pas de place en toi.
La maîtrise de soi est une pratique quotidienne, pas quelque chose qui apparaît de nulle part, et elle se renforce à chaque confrontation. Chaque fois que tu décides de ne pas céder à la colère, tu entraînes ton caractère, comme un guerrier qui s'exerce pour la bataille la plus importante, la bataille contre lui-même. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Et cette phrase résume ce que signifie le contrôle, car en refusant de réagir avec colère, tu montres à l'autre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi, et en même temps, tu te prouves à toi-même que tu as grandi, que ton esprit gouverne tes impulsions. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe est plus simple qu'il n'y paraît. Quand quelqu'un te provoque, respire avant de parler. Rappelle-toi que chaque seconde de calme est un mur que tu élèves contre la colère. Demande-toi si ce que tu vas dire apportera quelque chose ou ne fera qu'alimenter le feu. Souvent, la véritable victoire n'est pas dans la réponse que tu donnes, mais dans celle que tu décides de ne pas donner, dans le silence qui coupe la confrontation et oblige l'autre à se confronter à son propre vide. Choisir le contrôle plutôt que la colère n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force intérieure, car n'importe qui peut se laisser emporter par l'impulsion, mais seul celui qui a entraîné son esprit peut maintenir son calme quand tout l'incite à le perdre. 2. Répondez avec des questions, pas avec des attaques. La confrontation verbale ressemble à un jeu d'échecs. Certains font leur premier mouvement en lançant une attaque directe, espérant que vous répondrez avec la même force et entrerez dans leur jeu. Mais le joueur intelligent ne se précipite pas, observe, analyse et place une pièce qui oblige l'adversaire à repenser sa stratégie. Dans une discussion, cette pièce intelligente est les questions, car pendant que les autres perdent de l'énergie à crier et à lancer des reproches, vous prenez le contrôle de la situation calmement, faisant en sorte que l'autre révèle plus de lui-même qu'il ne voulait montrer. Répondre avec des questions est une pratique profondément stoïcienne, car elle vous permet de maintenir la sérénité et en même temps de démonter l'agression sans recourir à la violence verbale. Lorsque quelqu'un vous lance une attaque, la première chose qu'il attend est que vous réagissiez avec la même intensité. Si au lieu de cela vous lui demandez « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» ou « Pourquoi ressens-tu le besoin de le dire ainsi ?» vous changez immédiatement le cours du dialogue. Épictète insistait sur le fait que la meilleure défense est de questionner nos propres perceptions avant de réagir. Et cette même logique peut être appliquée à l'autre. Poser des questions n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi un miroir, car cela oblige l'attaquant à regarder ce qu'il dit vraiment et à affronter le vide qui se cache souvent derrière ses mots. Marc Aurèle a également écrit que les discussions sont rarement gagnées avec des cris, mais avec de la clarté, et il n'y a rien de plus clair qu'une question bien posée qui coupe l'hostilité. Dans la pratique quotidienne, c'est très utile. Imaginez une réunion de travail où quelqu'un vous accuse sans raison, au lieu de répondre par un « toi aussi » ou avec un ton défensif. Vous pouvez regarder en face et demander calmement « Peux-tu me donner un exemple concret de ce que tu dis ?» Cette simple question place l'autre personne sur un terrain inconfortable, car elle l'oblige à soutenir ses paroles avec des faits, et si elle n'en a pas, son attaque perd de sa force. Dans un environnement familial, lorsque quelqu'un fait un commentaire sarcastique, vous pouvez demander « Qu'essaies-tu de dire avec ça ?» Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. L'important est que votre question ne porte pas de poison, mais de la sérénité, car si vous posez des questions avec sarcasme, vous tombez dans le même jeu que vous essayez d'éviter. Ce que l'on cherche, c'est de désarmer l'autre avec intelligence, pas d'empoisonner davantage la conversation. Une autre façon d'appliquer cette pratique est d'utiliser des questions qui redirigent la conversation vers un terrain plus constructif. Par exemple, si un client vous parle avec colère exagérée, vous pouvez dire « Quelle solution attends-tu de cela ?» Cette question transforme une attaque en un espace de collaboration, car elle oblige l'autre à cesser de se plaindre et à commencer à penser à ce qu'il veut vraiment accomplir. Ce simple mouvement change la dynamique et vous permet de maintenir votre dignité sans vous rabaisser. Répondez avec des questions et non avec des attaques, car la question ouvre, tandis que l'attaque ferme, la question donne de l'espace au dialogue.
tandis que l'attaque durcit les positions. La question reflète le calme, tandis que l'attaque montre la faiblesse. Poser des questions est l'arme de celui qui maîtrise ses émotions, de celui qui comprend que le véritable contrôle ne se démontre pas avec des cris, mais avec intelligence. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de rendre le coup. Vous pouvez déplacer votre pièce avec sagesse et désarmer l'agression avec quelque chose d'aussi simple et puissant qu'une question. C'est la différence entre réagir comme tout le monde et répondre comme quelqu'un qui maîtrise son caractère. 3. Admettez vos erreurs avec grandeur. Trébucher en public ressemble à tomber au milieu d'une foule, le bruit de l'impact, les regards fixés sur vous et la honte essayant de vous couvrir. Mais l'intéressant est que ce qui compte vraiment n'est pas la chute en soi, mais comment vous décidez de vous relever. Certains le font avec colère, niant l'évidence et essayant de blâmer les autres, tandis que d'autres se relèvent avec sérénité, reconnaissent ce qui s'est passé et continuent à marcher la tête haute. Cette différence marque le respect que vous inspirez aux autres et la paix intérieure que vous atteignez avec vous-même. Accepter une erreur n'est pas une reddition, c'est du courage. Celui qui la reconnaît démontre de la sécurité, car seul quelqu'un de fort est capable de se regarder lui-même avec honnêteté et d'admettre qu'il s'est trompé. En revanche, celui qui cache ses erreurs ou cherche des excuses transmet de la fragilité, car il révèle qu'il craint de perdre de la valeur aux yeux des autres. Les stoïciens l'ont bien compris. Sénèque disait que l'homme sage n'a pas peur de reconnaître qu'il a fait une erreur, car il sait que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Cette mentalité fait de vous le maître de votre dignité, même dans des situations adverses. Imaginez une réunion de travail où vous avez commis une erreur qui a affecté l'équipe. La réaction commune serait de se justifier pour sauver l'image, mais la réponse stoïcienne serait de dire calmement « Je me suis trompé, j'assume la responsabilité et je travaillerai à la solution ». Cette simple déclaration change complètement l'atmosphère, car au lieu de générer plus de tension, elle ouvre la porte au respect et à la confiance. Dans un environnement familial, si vous avez réagi de manière impulsive et blessé quelqu'un avec vos mots, au lieu de continuer à défendre votre attitude, vous pouvez le reconnaître. Ce que j'ai dit n'était pas bien, je me suis laissé emporter par l'émotion, et je ne le ferai plus. L'autre personne n'aura pas d'armes pour continuer à attaquer, car votre grandeur désarme la confrontation. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir les erreurs non pas comme des taches sur votre honneur, mais comme des preuves de votre force. La prochaine fois que vous échouerez, avant de vous justifier, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que je perds si je reconnais cette erreur ? Et qu'est-ce que je gagne si je l'accepte calmement ?» Vous vous rendrez compte qu'en l'admettant, vous gagnez de l'autorité, car celui qui reconnaît son erreur est perçu comme quelqu'un d'intègre et sûr, et non comme quelqu'un de faible. Marc Aurèle a écrit que l'homme s'ennoblit en acceptant la vérité de ses actes, et c'est crucial à une époque où tout le monde cherche à avoir raison à tout prix. Reconnaître l'erreur et se rebeller contre ce besoin de paraître parfait, c'est dire « Je préfère être authentique plutôt que d'être faux pour gagner ». Ce type de grandeur génère une influence qui va au-delà des mots, car elle inspire les autres à faire de même. Une autre recommandation pratique est de ne pas vous contenter de la reconnaissance, mais de l'accompagner d'action, car admettre sans changer est rester à mi-chemin. Si vous avez échoué dans votre travail, proposez un plan clair pour le corriger. Si vous avez blessé quelqu'un, démontrez par des actes votre intention de ne pas le répéter. Cette cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites est ce qui construit la crédibilité, tant avec vous-même qu'avec les autres. Admettre des erreurs avec grandeur, c'est choisir la voie de l'honnêteté plutôt que celle de l'orgueil, c'est montrer que votre valeur ne dépend pas de l'apparence de la perfection, mais de l'authenticité, et que le véritable respect ne se gagne pas avec des excuses, mais avec la responsabilité. C'est la différence entre celui qui s'enfonce dans la chute et celui qui se relève avec plus de force qu'avant. 4. Surmonter les préjugés avec curiosité.
Les préjugés sont comme des murs érigés à la hâte, des murs qui bloquent la vue et réduisent votre monde à un coin étroit. De ce coin, vous ne voyez que ce qui confirme vos croyances, mais jamais ce qui les défie. La curiosité, en revanche, est le marteau qui abat ces murs et ouvre l'espace à un horizon plus large. Dans une confrontation, choisir la curiosité plutôt que le préjugé non seulement désarme le conflit, mais vous donne aussi le contrôle de la situation. Lorsque quelqu'un vous attaque avec une opinion chargée de jugement, la chose la plus facile est de répondre avec un autre jugement encore plus dur. Mais ce qui vous renforce, c'est de vous arrêter et de vous demander ce qui se cache derrière ces mots. Peut-être que cette personne parle de sa propre douleur, d'une peur cachée ou de la frustration de se sentir ignoré. Au lieu de réagir avec hostilité, un stoïcien a tendance à regarder calmement et à utiliser la curiosité comme un outil stratégique. Sénèque disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir, et il en va de même dans les discussions. Si vous croyez déjà détenir la vérité, vous fermez la porte à la compréhension. La curiosité au milieu d'un conflit est plus pratique qu'il n'y paraît. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un critique durement votre proposition, vous pouvez répondre par une question simple. Quelle partie pensez-vous qu'on peut améliorer et pourquoi ? Cette attitude rompt le schéma attendu, car au lieu de vous défendre avec fierté, vous invitez l'autre à approfondir sa pensée. Dans un environnement social, si quelqu'un fait un commentaire préjudiciable à votre égard, vous pouvez répondre « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» De cette façon, vous transformez l'agression en un espace pour exposer ses raisons et dans de nombreux cas, vous mettez en évidence la superficialité de son attaque. Le conseil pratique est de vous entraîner à changer de perspective lorsque vous sentez que les préjugés veulent dominer votre réaction. Chaque fois que vous entendez quelque chose qui blesse votre ego, au lieu de chercher la réponse la plus blessante, cherchez la question qui ouvre le dialogue. Poser des questions par curiosité ne signifie pas justifier l'attaque. Cela signifie vous placer à un niveau supérieur, où vous n'êtes pas la victime de la colère, mais le maître de la conversation. Cela ne protège pas seulement votre dignité, cela vous permet aussi d'en apprendre davantage sur la façon dont les autres pensent, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Marc Aurèle conseillait que chaque fois que vous êtes confronté à quelqu'un de difficile, vous vous souveniez que cette personne agit selon ce qu'elle croit être juste, même si elle a tort. Ce rappel est clé, car il vous éloigne du préjugé de penser que l'autre veut seulement vous nuire. Peut-être agit-il par ignorance, par douleur ou par habitude. En le regardant avec curiosité, plutôt qu'avec colère, vous arrêtez de nourrir le cercle d'hostilité et vous vous placez sur le terrain de l'autocontrôle. Une autre façon d'appliquer cette pratique est de rediriger l'énergie de la confrontation vers un terrain constructif. Par exemple, lorsqu'un voisin se dispute de manière agressive à propos d'un problème dans la communauté, vous pouvez lui demander « Quelle solution vous ferait vous sentir écouté ?» Cette question, chargée de curiosité, oblige à passer de l'attaque à la recherche de solutions et transforme souvent un adversaire en quelqu'un prêt à coopérer. Surmonter les préjugés avec curiosité est un entraînement qui renforce votre esprit, car vous choisissez de voir au-delà de ce qui est dit en surface. En le faisant, vous devenez quelqu'un qui ne répond pas à partir de l'offense, mais à partir de l'intelligence. C'est ce pouvoir qui vous distingue de ceux qui réagissent avec une cécité émotionnelle. 5. Remercie même la critique la plus dure. Les critiques ressemblent à des pierres lancées au milieu du chemin. Certaines frappent fort, d'autres ne font qu'effleurer, mais toutes vous obligent à vous arrêter un instant. Vous pouvez choisir de ramasser ces pierres et de les porter comme un poids inutile, ou vous pouvez les utiliser pour construire un escalier qui vous emmène plus haut. Ce choix marque la différence entre celui qui reste coincé dans la plainte et celui qui transforme la dureté en une opportunité de croissance. L'instinct naturel, lorsque nous recevons une critique, est de nous défendre, de justifier ce que nous avons fait ou de contre-attaquer avec une autre blessure. Mais l'approche stoïcienne est radicalement différente, remercier, parce que même dans la critique la plus injuste, il y a une opportunité d'entraîner la patience, de renforcer le caractère et d'apprendre quelque chose de précieux.
Sénèque le disait clairement, l'homme sage tire profit même de l'ennemi, car tout ce qui lui arrive devient matière à sa croissance. Remercier ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'on vous dit. Cela signifie reconnaître que chaque mot, juste ou injuste, peut être utilisé à votre avantage si vous choisissez de l'interpréter intelligemment. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique directement. Au travail, lorsqu'un client vous lance une critique dure, au lieu de répondre avec malaise, vous pouvez dire « Merci de l'avoir souligné, je vais le revoir et l'améliorer ». Cette réponse non seulement diminue la tension, mais transforme également la perception que l'autre a de vous, car au lieu de paraître faible, vous projetez maturité et confiance. Dans la famille, lorsque quelqu'un vous reproche une erreur avec des mots durs, vous pouvez répondre « Je te remercie de me l'avoir dit, je le prendrai en compte ». Ce simple geste désarme la confrontation, car l'autre s'attendait à de la résistance, pas à de l'ouverture. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir la critique comme un miroir. Demandez-vous toujours quelle partie de ce que vous entendez a une part de vérité, même minime. Peut-être que la forme était injuste, mais le fond peut révéler un point aveugle que vous n'aviez pas remarqué. Cette attitude transforme chaque critique en un maître silencieux. Même lorsque la critique n'a pas de fondement, vous pouvez la remercier car elle vous donne l'opportunité de démontrer votre maîtrise de soi et votre dignité. Remercier ne vous affaiblit pas, cela vous élève, car personne ne s'attend à de la gratitude face à l'attaque. Marc Aurèle a écrit que nous devons recevoir tout ce qui nous arrive comme faisant partie de l'entraînement de l'âme. Chaque critique, aussi inconfortable soit-elle, fait partie de cet entraînement. Adopter cette perspective vous place au-dessus du bruit, car au lieu de réagir comme tout le monde, vous choisissez de voir ce que les autres ne voient pas, une opportunité cachée. Une autre façon d'appliquer ce principe est de répondre avec gratitude, même dans les environnements les plus hostiles. Imaginez une réunion où quelqu'un cherche à ridiculiser votre travail. Au lieu de tomber dans la provocation, vous pouvez répondre « Merci pour ton commentaire, cela m'aide à le voir sous un autre angle ». Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de maîtrise de soi. Remercier la critique n'est pas se soumettre, c'est se maîtriser. C'est démontrer qu'aucun mot ne peut vous arracher la tranquillité ni la confiance que vous avez en vous-même. Ce type de réponse transforme le négatif en ressource positive, l'hostilité en entraînement et la dureté en élan pour grandir. La prochaine fois que vous recevrez une critique, ne la portez pas comme un poids. Recevez-la comme une pierre que vous pouvez placer sur votre chemin pour vous élever un peu plus haut. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans l'offense et celui qui transforme la dureté en grandeur. 6. Fais du silence ta stratégie. Le silence est comme une lame cachée, invisible à l'œil nu, mais capable de couper plus profondément que n'importe quel mot. Au milieu d'une confrontation, le silence n'est pas une absence, c'est une présence multipliée. Alors que l'autre s'épuise en élevant la voix et en lançant des attaques, tu choisis de ne pas donner ton énergie et à cet instant, ton silence pèse plus que n'importe quelle réponse impulsive. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le terrain. L'instinct commun est de remplir chaque espace avec des mots, de se défendre, de justifier, d'attaquer en retour. Mais ce qui révèle un véritable pouvoir est la capacité de s'arrêter, de garder son calme lorsque tout le monde attend du bruit. Les stoïciens valorisaient le silence parce qu'ils comprenaient que parler sans réfléchir est de l'esclavage et se taire intelligemment est de la liberté. Sénèque affirmait qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chaque provocation et que la prudence se mesure plus par ce que tu choisis de taire que par ce que tu choisis de dire. En pratique, utiliser le silence comme stratégie est plus puissant qu'il n'y paraît. Imagine une discussion au travail où un collègue perd son sang-froid et commence à élever le ton. Si tu réponds de la même manière, la réunion se transforme en champ de bataille, mais si tu gardes le silence et maintiens un regard ferme, tu obtiens deux choses. Tu ne nourris pas le feu et tu forces l'autre à se sentir mal à l'aise avec son propre débordement. Dans une situation sociale, si quelqu'un te lance une blague offensante et que tu décides de ne pas réagir,
l'attaque s'évapore parce qu'elle cherchait ta réaction. Sans réponse, la provocation meurt seule. Le conseil pratique est d'apprendre à faire la différence entre se taire par peur et se taire par stratégie. Le silence lâche est celui qui naît de ne pas savoir se défendre, mais le silence fort est celui que tu choisis quand tu sais qu'aucun mot n'est nécessaire. Pour l'appliquer, avant de répondre à une confrontation, demande-toi si tes mots vont résoudre le problème ou simplement le prolonger. Si tu découvres qu'ils ne vont rien construire, ta meilleure réponse est de ne pas en donner. Marc Aurèle conseillait que l'âme tranquille n'a pas besoin de fanfaronnade ni de défense constante, car elle se soutient en elle-même. Ce principe s'accorde avec la pratique du silence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu sais déjà qui tu es. Se taire au bon moment n'est pas se rendre, c'est montrer que tu n'es pas prêt à céder ta paix intérieure pour une dispute vide. Une autre façon d'utiliser le silence est de l'accompagner de gestes fermes. Garder une posture droite, un regard fixe et un visage serein amplifient l'impact de ton silence. L'autre personne perçoit que tu ne réagis pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas, et cette différence change complètement la dynamique. Le silence devient un mur solide qui arrête l'agression sans que tu aies à lever le petit doigt. Dans les conflits familiaux ou de voisinage, lorsque l'autre partie cherche à t'entraîner dans une bagarre sans fin, le silence est un rappel que tout ne mérite pas une réponse. Tu peux choisir le moment de parler plus tard, lorsque les eaux seront plus calmes et que la raison pourra l'emporter sur l'émotion. Ce contrôle du temps est un autre aspect du silence, car ce n'est pas seulement se taire, c'est aussi décider quand parler avec impact. Faire du silence ta stratégie, c'est comprendre que toutes les batailles ne se gagnent pas avec du bruit. Certaines se gagnent avec le calme de celui qui sait attendre, de celui qui ne se laisse pas entraîner, de celui qui montre que son caractère est plus fort que n'importe quelle provocation. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'allumer ton feu, souviens-toi que parfois le coup le plus fort n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu décides de ne pas dire. 7. Préserve ta dignité toujours. La dignité ressemble à une armure invisible. Elle ne brille pas à la vue, ni ne fait de bruit, mais elle te protège des coups les plus durs. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots chargés de venin, la réaction la plus facile est de retirer cette armure et de répondre avec la même fureur. Mais en le faisant, tu t'exposes et tu te mets au niveau de celui qui essaie de te traîner. La dignité n'est pas de la fierté vide, c'est la fermeté de rester intègre même lorsque d'autres cherchent à te salir. Perdre sa dignité dans une confrontation est comme donner les clés de ta maison à l'ennemi. Tu laisses entrer le chaos et tu renonces au pouvoir que tu avais sur toi-même. Marc Aurèle rappelait que ce qui blesse vraiment l'homme n'est pas ce qu'on lui dit, mais ce qu'il choisit de devenir après l'avoir entendu. Cette leçon montre que la dignité est une décision quotidienne. Elle se conserve chaque fois que tu choisis de ne pas réagir comme les autres s'y attendent. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste clairement. Imagine une réunion où quelqu'un te ridiculise devant l'équipe. Si tu réponds par des insultes, tu obtiendras peut-être un moment de soulagement, mais tu perdras la crédibilité que tu as tant travaillé à construire. En revanche, si tu réponds avec sérénité, sans élever la voix et en maintenant ta position ferme, l'attention se déplacera de l'attaque vers ta capacité de contrôle. Cette maîtrise ne désarme pas seulement ton agresseur, elle élève aussi la perception que les autres ont de toi. Le conseil pratique est d'établir un principe inébranlable. Ne laisse jamais l'émotion du moment te faire trahir ton caractère. Avant de répondre à une provocation, réfléchis si tes paroles ou actions maintiendront ta dignité intacte ou si tu regretteras plus tard d'être descendu au niveau de l'autre. Ce filtre mental devient un bouclier, car il te rappelle que le respect le plus précieux est celui que tu as pour toi-même. Sénèque écrivait que la colère nous fait toujours dire des choses que nous souhaiterions ensuite ne pas avoir dites. Cette phrase est un avertissement clair. Lorsque tu perds ta dignité au milieu d'une discussion, le dommage n'est pas seulement subi par la relation avec l'autre, tu le subis en détruisant ta propre image.
Préserver la dignité signifie parler fermement sans tomber dans la vulgarité, défendre tes idées sans avoir besoin d'humilier, te retirer d'un conflit lorsque tu comprends que continuer à discuter ne fait que consommer ton énergie. Dans le cadre familial ou social, préserver la dignité implique également de fixer des limites. Si quelqu'un insiste pour utiliser des mots offensants ou pour te manipuler avec du sarcasme, ta réponse digne peut être de te retirer de la conversation plutôt que de continuer à l'alimenter. Cette sortie n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration que tu valorises ta paix plus qu'une victoire inutile. La dignité se mesure dans ces petites décisions qui, accumulées, définissent qui tu es. Une autre façon pratique de s'entraîner à cette attitude est de visualiser chaque confrontation comme une scène observée par des tiers. Demande-toi, quelle impression veux-tu laisser si d'autres te voient répondre de cette façon? Si tu agis avec dignité, même tes critiques devront reconnaître ton contrôle, car il n'y a pas d'arme plus forte que la cohérence entre ce que tu dis et comment tu le soutiens. Préserver ta dignité toujours signifie que peu importe la force de la provocation, tu ne cèdes pas le contrôle de ton essence. La dignité est cette armure que personne ne peut t'arracher, sauf si tu décides de la retirer. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te salir avec des mots, rappelle-toi que le véritable triomphe n'est pas de vaincre l'autre, c'est de sortir de la confrontation sans avoir trahi ton propre respect. C'est la victoire silencieuse qui distingue le fort du faible. 8. Transforme le conflit en respect. Le conflit ressemble à une étincelle dans l'obscurité, petite au début, mais capable d'allumer un incendie si elle n'est pas contrôlée. Beaucoup réagissent en ajoutant plus d'essence. Ils se disputent, crient et finissent par perdre plus qu'ils n'avaient gagné. Mais il existe une autre option. Utiliser cette étincelle pour allumer une lampe, pour éclairer un espace où il n'y avait auparavant que des ombres. Transformer le conflit en respect, c'est précisément cela, prendre une situation hostile et la transformer en une scène de croissance et de reconnaissance mutuelle. L'erreur commune dans toute confrontation est de croire qu'il s'agit de vaincre l'autre, de l'écraser pour démontrer sa puissance. Cette mentalité est celle qui transforme les disputes en guerres personnelles qui laissent des cicatrices profondes. Le stoïcien, en revanche, comprend que chaque conflit est une occasion de montrer sa maîtrise de soi et, ce faisant, d'inspirer le respect. Épictète rappelait que personne n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas, et c'est la base pour changer le cours de toute confrontation. En pratique, cela signifie changer l'objectif. N'entrez pas dans une discussion en pensant à détruire l'autre. Entrez en pensant à sortir renforcé en dignité et en sérénité. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un vous attaque pour votre travail, au lieu de riposter, vous pouvez répondre avec des faits et garder votre calme. Cette attitude montre clairement que vous n'avez pas besoin de crier pour vous défendre, car votre sécurité se tient seule. Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de force qui inspire le respect même chez ceux qui ne sont pas de votre côté. Le conseil pratique est d'apprendre à rediriger l'énergie de la confrontation vers la coopération. Si quelqu'un se plaint avec dureté, demandez-lui « Quelle solution proposes-tu » De cette façon, vous passez de la plainte à la construction, et même si l'autre ne répond pas toujours avec maturité, vous aurez montré du leadership. Dans les environnements familiaux, si un conflit s'intensifie, vous pouvez fixer une limite en disant calmement « Nous pouvons parler de cela, mais sans nous manquer de respect ». Marc Aurèle écrivait que l'important n'est pas ce que font les autres, mais ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. En appliquant cette vision, vous cessez de voir l'autre comme un ennemi et vous le voyez comme un miroir qui vous montre votre capacité de contrôle de soi. Chaque conflit devient un test, et chaque test réussi devient une opportunité de grandir en caractère. Cette croissance, tôt ou tard, fait que même vos adversaires vous respectent, parce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas facile à briser. Une autre stratégie pour transformer le conflit en respect est de répondre avec cohérence, en gardant le même ton, le même calme et la même clarté du début à la fin. Le respect ne se gagne pas avec un moment de brillance,
mais avec la constance de celui qui agit de la même manière dans chaque situation. Lorsque les autres remarquent que vous ne vous agitez pas, que vous ne tombez pas dans les insultes et que vous privilégiez toujours la sérénité, ils commencent à vous voir comme quelqu'un de solide, quelqu'un dont la présence n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle parle d'elle-même. Le conflit n'a pas besoin d'être un champ de bataille, il peut devenir une scène où vous montrez qui vous êtes vraiment. Chaque mot hostile que vous recevez est une invitation à choisir entre deux chemins, réagir comme n'importe qui ou répondre comme quelqu'un qui maîtrise son esprit. Transformer le conflit en respect est l'art de prendre ce que les autres utilisent pour vous rabaisser et de le transformer en la preuve qui vous élève. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.